Le dévouement, est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? C'est le fait de sacrifier sa vie, de consacrer son existence à une cause ou une œuvre qui demande le don total de soi. On est dans le domaine de l'abnégation, c'est très intense. Ça peut faire peur, surtout pour ceux et celles qui ont une peur bleue de l'engagement. Mais malgré ça, la planète regorge de gens dévoués. Je pense que ça peut faire du bien de se le rappeler de temps en temps et aussi de côtoyer ces gens-là pour peut-être s'en inspirer et devenir à notre tour une personne dévouée et inspirante. Bon, je sais que ce que je m'apprête à dire est facile à dire, mais je vais le dire quand même. Puis de toute façon, faire quelque chose de facile de temps en temps, ça fait pas de tort. Mais dans un monde où ambition peut facilement être confondue avec égocentrisme, ça peut être parfois très difficile d'oser dévouer son temps à autre chose que soi-même. Ça peut sembler contre-productif et peu séduisant. Parce qu'après tout le monde le sait, le but ultime de la vie, c'est d'arriver au sommet le plus rapidement possible. Puis le sommet, c'est... C'est quoi? Le sommet, pour l'instant, c'est le dernier étage d'une tour à logement où je dois monter par une longue échelle pour sauver des flammes un vieux chat que son maître n'a pas eu le temps de sauver. J'ai 4 ans et demi et je suis pompière. Le devoir m'appelle. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir ce qu'est vraiment le dévouement en venant à la rencontre de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Moi, je viens d'un tout petit village, là, du fin fond de la MRC, ici, à 1 mile de la frontière américaine. Le village s'appelle Saint-Adalbert. On était 9 dans la maison, là, 7 enfants. Les 5 plus vieux, on est nés dans la maison, là, même pas à l'hôpital. Là. Et puis le médecin, à sa profile, il n'a pas toujours le temps de se rendre. En tout cas, fait que ma mère a travaillé, mon père a travaillé fort. Les deux ont travaillé très fort. Mon père souffrait de ne pas parler anglais, mais ma mère de ne pas être indépendante financièrement. Il fallait quand même qu'elle gagne de l'argent à mon père, faire l'épicerie, des trucs comme ça. Je venais d'avoir 15 ans, puis je vois une annonce dans le journal Le Soleil pour des jeunes filles au père pour aller travailler à Toronto pendant l'été. Mais ça prenait 16 ans, je venais d'avoir 15 ans. Je savais qu'il fallait que je parte, là, que j'aille apprendre l'anglais. Fait que je suis allée voir le curé, ça me prenait un faux baptistère, puis il l'a fait. J'aspirais à voyager, à aller un peu partout. Je savais pas trop ce que je voulais faire comme métier dans la vie, mais je travaillais. Des fois, je faisais 2 emplois. Je revenais au pays, je repartais avec mon pack-sac. J'ai fait toutes sortes de métiers. Ce serait trop long à tout expliquer. J'ai fait toutes sortes de trucs jusqu'à 31 ans. 31 ans, j'ai décidé, là, je savais ce que je voulais. Je suis retournée à l'université, à l'UQAM, en travail social. Ça a été le coup de foudre. Mon nom est Christiane Bourgault. Je suis la directrice d'ici au Centre Femmes La Jardilec. Un centre de femmes, il y en a plus de 100 au Québec, là. La mission de base d'un centre, c'est de travailler à l'amélioration des conditions de vie des femmes. Alors, on n'est pas une maison d'hébergement, là. Il y en a une maison d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. On est situé à Saint-Jean-Port-Joli. Et notre territoire, c'est Montmagny-Lillet. Jardilec, c'est l'abréviation des 8 villages du nord de l'île. C'est parti de 12 femmes qui ont été soutenues par une jeune infirmière communautaire à l'époque. Là, on parle, le centre a 41 ans, mais c'est une ancienne école de rang qui a été déplacée. Pendant mon cégep et même à la fin de mon secondaire 5, je travaillais dans la fonction publique de 5 à minuit à Québec. Je montais sur le pouce à Québec. Je travaillais de 5 à minuit après l'école. Enfin, j'ai fait ça pendant, je pense, 5 ans. Puis après ça, j'ai été recrutée par la mine de Raglan. Ça, c'est au 62e parallèle. C'est dans la pointe du Québec, là, en haut, là. Même si c'était un choc culturel quand j'ai débarqué dans le Nunavik, mais je suis faite vite. Et ça passe ou ça casse dans le Nunavik, là. Moi, j'ai vu des gens monter, puis 2 jours après redescendre, là. Même s'ils avaient signé un contrat de 2 ans ou peu importe, là.
Tu sais, il fait noir 21 heures sur 24 l'hiver, il fait clair 21 heures sur 24 l'été. Ce que j'ai vécu de plus froid au 62e parallèle, là, c'est moins 85, là, tu sais. Fait que j'admirais le peuple inuit, de leur résilience et tout ça. Je suis allée dans quelques villages inuits aussi faire du recrutement, mais on les formait sur place, dans la mine. Bien là, pas tout sous terre, là, mais ça, c'était dur, là. Tu sais, je faisais du 28-14, là. Tu montes 28 jours, tu travailles 12 heures par jour, 28 jours d'affilée. Au bout de 28 jours, là, on ressemblait à des ratons laveurs, là. Puis ça m'a permis de me rendre compte que j'étais prête à revenir vivre dans ma région, ce que je n'avais jamais pensé que je ferais un jour, mais oui. Donc, j'ai acheté la maison familiale de mes parents, Saint-Adalbert. Là, ça fait 12 ou 13 ans que je suis ici. J'ai vraiment choisi ma vie. Ça n'a pas toujours été facile, là. Mais il y a des emplois que j'ai faits, j'aurais pas pu avoir d'enfants. Mais j'aurais voulu des enfants. J'ai fait le deuil de ne pas avoir d'enfants. Je pense que j'étais rendue à 39 ans, 40 ans. Mais c'est des, comment dire, des choix déchirants à un moment donné. J'aurais pas pu travailler dans le Nunavik si j'avais eu des enfants. Katimavik à l'époque, même si j'étais jeune. Et je voulais sentir que je pouvais partir aussi. Depuis que je suis arrivée, il y a des femmes qui me parlent, qui veulent faire une fresque, une murale sur les murs extérieurs. Ça n'a jamais à donner, mais là, on s'est fait approcher par une artiste qui s'appelle Tania Elion. On a formé un comité des femmes du centre avec une intervenante aussi. Et l'artiste, ça représente la force, la résilience des femmes, le poids que les femmes ont quand même sur les épaules. Si on parle de la charge mentale des femmes, elle est encore beaucoup plus élevée que celle des hommes. Mais aussi, ça symbolise quand même l'espoir que le ballon va lever la roche, la pierre. Et aussi, c'est tout en lien avec notre mission, qu'est-ce qu'on fait, puis redonner du pouvoir aux femmes. Être féministe, c'est juste vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. Quand j'étais en 5e de primaire, tous mes profs sont pareils. Tous les profs de l'école sont pareils, comme moi, des chaboulons, noirs. Mais en 5e de primaire, j'ai un prof qui, quand arrivait à la classe, je dis waouh, c'était différent. C'était une fille vraiment belle, je me rappelle d'elle. Elle était blonde, les yeux étaient bleus. Je dis waouh, ça ressemble à une poupée. La madame me demandait, s'il vous plaît, ça me dérange pas, mais tu as besoin de travailler aussi, parce que tu me regardes tout le temps et tu fais pas les choses parce que tu me regardes partout, tout ce que je fais. Oui, c'est bon, et ça finit. Je viens du Mexique, de la ville de Mexico. J'ai resté là jusqu'à 40 ans. J'ai arrivé à Québec et j'habite à Saint-Elcéar. C'est sûr qu'à 40 ans, tu dis, je me refais une vie plus tranquille. Alors, arriver à la Beauce, c'est le fun. Je suis professeur d'éducation physique, mais quand j'arrivais ici, je postulais pour professeur d'espagnol. Ça m'est arrivé la même chose aussi que quand j'étais petit. Parce que quand j'arrive, tous les élèves me regardent. Parce que je suis différente. Quand j'étais petit, c'est moi qui dis, waouh, ma prof était belle parce qu'elle est blonde. Quand j'arrive ici, les enfants aussi disent « Wow ». Mon nom c'est Marina Rodriguez, je suis enseignante d'espagnol et simplement je suis Marina. Ça c'est moi. Chaque année, les profs au Mexique te demandent de faire un dessin. Et chaque année, c'était incroyable, je fais la même maison, comme un chalet. Chaque année, je fais le même chalet, les mêmes, tout le temps. Je connais pas les chalets, au Mexique, ça existe pas les chalets, hein. Finalement, quand j'arrive à Canada, ça c'est le chalet de la famille de mon mari. Ils nous prêtaient ce chalet pendant 3 ans. C'était exactement le même chalet que j'ai dessiné toute ma vie. C'était sérieux, là, incroyable. C'est le même que j'ai dessiné à partir de 7 ans.
Quand j'arrivais à l'école secondaire Veillon, je proposais de faire une poupée pour chaque État du Mexique. On fait une identité de la poupée pour présenter l'État. On parle de la gastronomie, on parle de la culture, on parle des costumes traditionnels. Au Mexique, vraiment, chaque État, sa richesse culturelle. Ça a pris 5 ans pour faire ce petit projet. C'est de cette façon que les élèves vont chercher l'information. On fait des textes, on écrit des textes, on fait la présentation en avant. Des fois, c'est fait dans l'auditorium de l'école, des fois, c'est fait dans la classe. Cette année, on va faire un festival et la collection va être là. C'est un prétexte pour apprendre l'espagnol. Tout le monde participe vraiment bien là. Les filles me disent, Marina, je ne savais pas que je suis capable de coudre, ou je ne savais pas que je suis capable de faire cette créativité. Je dis que tout le monde, c'est un artiste. Tout le monde, nous sommes artistes. Mais tu as besoin de découvrir ton talent. On réussit à faire 28 poupées. Les élèves sont très contents. Une poupée, pour moi, c'est je me vois quand j'étais petit. Et je pense que mon enfance, c'était la plus riche du monde, là, dans le sens, l'héritage que mon père et ma mère me laissaient. Ça, c'est les choses que je valorise vraiment beaucoup. Peut-être nous, à l'extérieur, nous n'avons pas d'argent, mais nous sommes riches en culture, en amour, fidélité, compréhension. Ça, c'est la richesse pour moi. Je me sens fière de travailler ici. C'est l'école qui m'a donné l'opportunité de montrer tous mes talents et qui croient dans mes projets. Les élèves qui commencent à arriver d'ailleurs, je passais par là, d'arriver à une nouvelle société. J'aime m'impliquer à tous les projets que ça va aller une réussite pour les autres. Pas seulement pour moi. Si je vais réussir, tu vas réussir avec moi. La collaboration nous laisse un héritage. Ça, j'ai découvert ça en janvier 1984. J'étais avec un ami, on était dans une arcade. Puis j'étais avec mon ami Jean Lebleu, je m'en souviendrai toujours. Puis il y a un gars qui est entré dans l'arcade, puis il nous a vu gamer là, dans les grosses arcades, puis il nous a invités à aller au gym, au club de boxe. Puis nous, on savait pas c'était quoi, on savait pas où il nous emmenait vraiment. La boxe, ça nous disait rien, moi, à cette époque-là. Là. Je savais même pas que ça existait, les gyms, là, puis qu'on pouvait faire ça. J'étais jeune, j'avais 11 ans. Donc, on m'a pris en main. Quand on est entraîneur, on voit un peu le boxeur, l'adepte qui vient au gym. On peut sentir s'il est capable là, de persévérer dans cette direction-là. Je pense qu'ils ont découvert ça en moi, puis ils ont cru. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à aller au gym en raison de 4-5 fois par semaine. Trois mois après mon entrée au gym, j'ai fait ma première compétition. J'ai gagné une médaille d'or. Je pesais 70 livres. De fil en aiguille, puis d'entraînement en entraînement, je me suis rendu au gant d'argent. Encore là, j'ai gagné une médaille d'or. Il y a eu 2-3 défaites qui m'ont remis en question. Là, j'avais beaucoup de gens dans mon entourage qui me disaient « Tu devrais arrêter de boxer, Danny. » Ben, je me suis servi de ça. J'ai fait le championnat canadien et une médaille d'or. J'ai retourné au Grand Doré et une médaille d'or. Au final, toutes les compétitions provinciales puis nationales que j'ai faites, j'ai seulement remporté les premières positions. Ils m'ont attribué le nom de Little Tank. Je suis rendu entraîneur, puis c'est encore Little Tank là, quand on me voit dans les compétitions. Je m'appelle Danny Pipon. Je suis entraîneur au club de boxe du Grand Gaspé à Rivière-au-Renard. Moi, dans les années 80, je faisais partie d'une des plus grosses équipes du Québec. On avait des noms comme Stéphane Ouellette, Éric Lucas, Howard Grant, Otis Grant. Il y en a eu plein qui ont obtenu des gros titres mondiaux. Donc, c'est plaisant à raconter aux enfants
Oui, j'ai fait des camps d'entraînement avec Arturo Gatti. J'ai boxé avec Éric Lucas. Éric Lucas, c'était un de mes chums quand on était en France. On boxait dans le même gym, puis on courait ensemble. On allait au Tim Hortons ensemble. On faisait tout ensemble à une époque. Puis en 2000, j'ai passé ma certification de niveau 1 d'entraîneur. J'ai fondé un club de boxe qui est le club de boxe du Grand Gaspé. Tout le monde me connaît ici. Ils m'appellent tous « C'est Danny Pipon ». Danny Pipon, un peu comme le boxeur Jean-Pascal. Jean-Pascal, tout le monde l'appelle Jean-Pascal. Moi, il m'appelle Danny Pipon. C'est Danny Pipon. Il y en a qui m'appellent Danny, mais souvent, c'est Danny Pipon qui revient souvent. Souvent, il y en a qui vont venir ici, c'est pas pour être des champions. Ils ont besoin d'être encouragés. Ils ont besoin d'avoir l'appartenance d'un groupe sportif. Fait que moi, je recueille ces gens-là. Je suis ici du lundi au vendredi, tous les soirs, jusqu'à 7h30. Tu peux pas être un entraîneur de boxe puis de dire, ben moi, j'ai pas de temps à louer pour les compétitions, j'ai pas de temps à donner aux enfants, aux boxeurs. Non, 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 tu es entraîneur de boxe, tu t'engages à les emmener dans des compétitions, dans des tournois. Vu qu'on est dans Gaspésie, c'est évident qu'on doit parcourir des fois du 2000, 2500 en kilomètres, parfois pour 6 minutes de combat. Donc, oui, c'est du temps, c'est des dépenses, mais c'est valorisant. C'est comme une paye au bout de la ligne. T'sais, moi, d'emporter un boxeur de Gaspé dans un tournoi provincial comme les Gants Dorés, puis qui gagne une médaille d'or, puis qui devient champion juvénile, ou champion cadet, ou champion junior, mais c'est gros là, pour Gaspé, là. C'est toujours valorisant pour notre communauté, notre petit patelin. Ils viennent de Gaspé, c'est où ce Gaspé? En Gaspé, c'est dans l'Est. Les gens n'ont jamais venu à Gaspé. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas c'est où Gaspé. Il y en a même... C'est au Québec, ça, Gaspé. Oui, c'est au Québec. OK, on repasse ça, gang. Moi, comme boxeur, 1986, White Horse, Yukon. Premier combat contre un Albertain. Mon adversaire, il me voit. Moi, pas très fort en anglais, hein. Fait qu'il dit à son coach, il dit « Little midget. C'est a little midget. » Ah, je dis, il me parle de jeu, il veut te avec moi. Il me dit « Mais une bonne chance, quoi. » Il dit « Non, il dit t'es un nain. Il dit t'es un petit nain. » Je dis « Ah, hein? Il était pas content. » Fait que j'ai embarqué dans le ring. Première ronde, 30 secondes, le combat était terminé. Je l'avais déclassé avec des crochets, des coups au corps. J'ai fait perdre le souffle. Il s'est écrasé au sol. Il y a eu 2 comptes. L'arbitre a arrêté le combat et a dit « C'est suffisant ». Ça, c'était mon premier combat au championnat canadien à White Horse en 86 qui m'avait permis de me rendre en finale. Donc ça a été une anecdote là, qui était assez particulière de se faire dire que je suis un petit nain. Mais qu'au final, ben, c'est le petit nain qui a sorti les 2 bras dans les airs. On s'entend en tout cas à 5 pieds, là, tu ne joues pas au volleyball. Tu n'es pas un joueur de basketball non plus. Tu dois choisir ta discipline. C'est épique parce que je ne l'ai pas choisi. On me l'a quasiment imposé en venant me chercher dans une arcade. Je suis assez heureux quand un enfant vient me voir et qui me dit « Merci, Danny. C'est toi qui me montres le chemin. » Quand on va à une compétition, là, tu m'emmènes exactement ce que je dois être. Ça vient nous chercher, hein? J'ai braillé des fois dans des championnats avec des parents qui voyaient leurs enfants brailler parce qu'ils avaient gagné des médailles d'or. Puis moi, je vois les parents brailler, bien, je braille moi aussi. On vient émotif. Je dis tout le temps aux enfants, courage, tu vas jusqu'au bout. Tu n'abandonnes pas. Je suis avec toi. Quand tu perds, je perds avec toi. Quand tu gagnes, je gagne avec toi. Puis je réussis à dire à mon boxeur, c'est toi le meilleur encore aujourd'hui. Tu vas aller au 3e round, puis tu vas me finir ça comme un champion. Quand tu travailles fort, puis que tu es discipliné, tu as le courage, tu as la détermination, bien, tout peut arriver.